Bonsoir, bonsoir à tous. Je me présente, je suis le professeur Lamia Ouanes Bespes, présidente de l'Association tunisienne de réanimation, et je travaille dans le service de réanimation polyvalente à Monastir. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier mon ami le docteur Selim Ouerteni de m'avoir invité à cet événement Méditant des 19. Et pour vous parler aujourd'hui sur la prise en charge en réanimation des patients Covid-19. Avant de commencer la prise en charge, je vous montre ici l'évolution de la maladie Covid-19 à partir de 2 mars, on a ce jour, à 866 prélèvements positifs, dans 129, soit 15% des patients hospitalisés et 37 patients décédés, soit 4,2%. Alors, pour la situation en Tunisie, concernant le lit de réanimation, nous avons tous 500 lits de RIA, repartis entre 200, 300, 250 secteurs. Le nombre de patients hospitalisés jusqu'à l'heure actuelle, c'est variant entre 40 et 50. Donc, je vous montre la France et vous voyez ici en Tunisie le 0,75 pour 10 000 habitants par rapport à la France, c'est 22 pour 10 000 habitants. Donc, la différence, elle est importante. Donc, plusieurs hypothèses ont été évoquées, en particulier le confinement drastique et le couvre-feu précoce en Tunisie, étant donné que ça a commencé le premier cas de mars et on a commencé à faire le confinement et la fermeture des frontières précoces par rapport à la France. En France, ça a commencé le premier cas 24 janvier et le confinement, c'était 11 mars. Donc, également, l'hypothèse de vaccin de BCG, ça a été évoqué. Bon, c'est une hypothèse, c'est pas sûr. Mais heureusement pour nous que l'évolution, ce n'est pas dramatique pour l'instant, et surtout pour les patients graves. Donc, pour la prise en charge des malades en RIA, je me suis basée essentiellement sur les recommandations d'experts émises par des réanimateurs de l'Association tunisienne de réanimation et de l'Association tunisienne d'anesthésie de réanimation. Donc, ce sont des recommandations qui ne sont pas officielles, qui sont flexibles, puisque cette maladie, elle est génétique variable. Alors, les experts ont défini tout patient admis en réanimation pour insuffisance respiratoire aiguë, donc doit être considéré comme Covid-19 jusqu'à la preuve du contraire. Et le cas confirmé, c'est toute personne symptomatique ou non avec un prélèvement confirmant l'infection de Covid-19. Alors, quels sont les critères d'admission en réanimation? Donc, au moins, tout patient se présente avec un signe de gravité suivant doit être hospitalisé en réanimation, à savoir une oxygénothérapie dépendance au-delà de 6 litres par minute, avec l'augmentation rapide de besoin en oxygène, une polypnée supérieure à 30 cycles par minute ou bradypnée, malgré un débit d'oxygène élevé, une hypoxémie, des troubles de rythme, des troubles de vigilance, une instabilité hémodynamique et des hyperlactates supérieurs à 2 millimoles. Un des signes de gravité indique l'hospitalisation en réanimation. Alors, la première étape, une fois le patient est hospitalisé en réanimation, il faut faire l'isolement pour éviter la contamination et pour éviter la propagation de ce virus. Donc, il est recommandé de prendre en charge les patients dans une chambre individuelle, isolement air et contact renforcé. Donc, une fois le patient nécessite une ventilation mécanique, il faut équiper le ventilateur
par un filtre anti-infectieux sur le circuit inspiratoire et expiratoire et privilégier un système d'aspiration clos. Donc, une attention particulière doit être portée, donc, comme ça a été bien dit par mon ami Dr Bousarsar. Donc, il faut faire attention aux procédures de ventilation artificielle, de VNI, d'oxygénothérapie à haut débit, parce qu'il y a risque de propagation du virus. Alors, dans le même cadre d'isolement, juste là, pour tout patient hospitalisé suspecté infecté par Covid+, tout le personnel soignant donc doit se protéger, doit avoir une protection efficace. Et là, vous voyez sur ce figure toutes les étapes d'habillage, donc pour que le personnel soignant soit donc protégé. Lors le traitement, la prise en charge de la réanimation nécessite des mesures symptomatiques et des mesures étiologiques. Alors pour les mesures, avant de passer aux mesures symptomatiques, là juste une fois le patient est hospitalisé en réanimation, il doit avoir des examens complémentaires. Donc là, vous avez un checklist des examens complémentaires. Donc, les examens complémentaires standards, et en plus, les prélèvements à visée diagnostique, l'RT-PCR. Donc là, j'insiste sur le patient intubé. Donc, on préfère faire un prélèvement à partir de voie respiratoire basse. Donc, pour l'oxygénothérapie, donc, le patient hospitalisé en réanimation pour insuffisance respiratoire aiguë doit être bénéficier d'une oxygénothérapie soit via un masque simple ou à haute concentration, selon le besoin, ou encore les autres méthodes d'oxygénothérapie, l'Optiflow, la CPAP, également la VNI classique à 2 niveaux de pression. Et là, j'insiste fort. Donc, généralement, la VNI n'a pas de place chez les patients IARA dans la pneumonie virale, à condition que les patients Covid-19 ont décompensation d'une pathologie respiratoire ou cardiaque chronique, soit une BPCO ou encore NOAP cardiogénique. Si on est obligé d'utiliser la ventilation non invasive, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, dans ce cas, il faut essayer d'utiliser un masque étanche et faites gaffe. Donc, il faut que le dispositif doit être arrêté avant le retrait du masque. Alors, pour l'intubation, donc, doit être faite par un senior le plus expérimenté, idéalement au moyen d'un vidéolaryngoscope. Et donc, surtout, j'insiste sur le moment optimal de l'intubation. Donc, parce que le fait de vraiment louper le moment optimal, on risque l'arrêt respiratoire, une aggravation respiratoire rapide, et comme ça a été décrit tout à l'heure par le professeur Bousarsar. Donc, également, veiller à gonfler le ballonnet de la sonde avant de démarrer la ventilation mécanique en pression positive. Alors, pour la stratégie ventilatoire, ça a été également tout à l'heure montré par Dr Bousarsar. Là, donc les Italiens ont montré, selon des observations cliniques, qu'il y a différents types, il y a différents phénotypes, et ça oriente vers des différents traitements respiratoires. Alors, si on revient donc aux données physiopathologiques, alors l'hypoxémie peut être donc résulter soit de l'œdème pulmonaire, c'est le SDRA classique, soit la deuxième situation, c'est la dysrégulation de la perfusion pulmonaire, c'est en rapport avec les microthromboses pulmonaires. Un blocage. Voilà. Donc, la situation où on a l'œdème pulmonaire, les ERA classiques, il y a
haute élastance avec une faible compliance, un haut recrutement, un shunt élevé de droite à gauche et la réponse à un niveau de PEP élevé, c'est l'évolution, c'est d'un SDRA classique. Donc, alors, dans la deuxième forme, donc, de dysrégulation de perfusion pulmonaire, on a une faible élastance avec une compliance élevée, faible rapport ventilation-perfusion, faible recrutabilité, et les patients sont répondeurs à des PEP limités. Alors, pour le premier cas, pour l'œdème pulmonaire SDRA-like, on est dans le cadre de phénotype high, H, et pour la deuxième situation, où il y a les microthromboses pulmonaires, donc c'est le phénotype low. Également, Gattinoni a incité l'intérêt de distinguer ces deux types, ces deux formes physiopathologiques, donc phénotype H et L, parce que ça nous oriente donc dans l'optimisation des paramètres ventilatoires. Et là, c'est l'intérêt de mesurer donc la pression, driving pressure. Donc, si on est dans la situation donc de driving pressure inférieur à 15 cm², il faut utiliser là de volume courant 8 ml par kilo. Si le driving pressure donc il est plus élevé, il faut utiliser des volumes VT réduits. Ça rejoint la stratégie ventilatoire de l'SDRA classique. Également, si on a les moyens, et j'insiste fort chez les patients qui nécessitent l'hospitalisation, donc de préférence, on utilise des respirateurs de haut de gamme où on peut mesurer la compliance pour pouvoir ajuster les paramètres ventilatoires. Et là, donc, c'est très intéressant par la suite, parce que par la suite, ça nous aide pour distinguer entre les deux groupes, le phénotype H et le phénotype L, tout en sachant que le groupe de phénotype H sont difficiles à les ventiler et le pronostic, il est plus sévère. Donc, ça nécessite un respirateur assez sophistiqué et ça nécessite une équipe assez compétente qui a l'expertise de gérer ce type d'SDRA, ce type de pathologie. Donc, voilà juste là pour montrer la stratégie ventilatoire d'une manière générale protectrice. Donc, tout en sachant, donc, la ventilation, ça doit être personnalisé. Ça dépend du type de patient, ça dépend du phénotype HOL. Donc, on ajuste généralement un VT entre 6 et 8 ml par kilo, ça dépend où on est. Une FiO2, fraction d'inspiré d'oxygène minimale pour avoir un objectif de saturation de la 90%. Une fréquence respiratoire entre 20 et 30 cycles par minute. Un débit constant, une pause inspiratoire, un recrutement, best PEP, ça dépend de la pression plateau. Et si on arrive mal à ventiler nos patients par les méthodes conventionnelles, on doit recourir aux méthodes non conventionnelles, les manœuvres de recrutement, en particulier le décubitus ventral. Donc, espérons un autre jour, on aura l'ECMO dans les situations difficiles. Là, juste un exemple d'un patient hospitalisé chez nous. Donc, initialement, il avait un rapport PaO2, FiO2 à 90. C'était NSDRA sévère. Donc, FiO2 à 100%. On arrive mal à le ventiler. Puis, on était obligé de faire des séances de DV. Et là, on a profité de faire la variation de différence alvéolo-artérielle en oxygène. Et là, vous voyez, comme vous voyez ici, donc, on a une amélioration de ce gradient par les manœuvres de DV. Donc, la variation, elle est importante et significative. Alors, le deuxième volet, c'est le support hémodynamique, un remplissage vasculaire. Donc, une stratégie de remplissage vasculaire, on préfère les cristalloïdes. Et en cas d'état de choc, il faut choisir la drogue
de première intention, la norépinéphrine, et puisque les complications cardiaques associées, donc lorsqu'on a une dysfonction cardiaque, donc présente dans 20-35% en réanimation, on utilise la dobutamine. Donc, pour la corticothérapie est indiquée en cas de choc réfractaire, on utilise des doses faibles de stress dose. Lors, on arrive au traitement étiologique. Jusqu'à l'heure actuelle, aucun traitement qui a montré une efficacité. Mais donc, il y a plusieurs molécules qui ont été testées, en particulier des médicaments à activité antivirale, dans l'hydroxychloroquine. Et là, juste, j'ai voulu vous montrer l'étude Didier Raoul. Donc, l'étude faite sur évaluant l'hydroxychloroquine. Et c'est une étude ouverte, non randomisée, étude observationnelle. Donc, il a trouvé donc l'efficacité de l'hydroxychloroquine, comme vous voyez ici. Donc, en la courbe noire, c'est le groupe contrôle, c'est le groupe contrôle de notre centre qui n'ont pas reçu de l'hydroxychloroquine par rapport au groupe hydroxychloroquine seul. Il y a déjà une amélioration de la charge virale, et la courbe en verte, c'est l'association de l'azithromycine hydroxychloroquine. La baisse, elle est plus importante en association de l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Alors, des nouveaux résultats également d'études faites par Raoul, et sur un échantillon plus élevé, sur 1061 patients. Ils ont pris pendant 3 à 10 jours. Les patients ont reçu une association azithromycine hydroxychloroquine, et après 10 jours, 91% avaient une charge virale nulle, dont 5 sont décédés, donc avec un âge de 74 à 95 ans. Alors, quelles sont les critiques? Donc, ces études sont biaisées, en l'absence de bras comparatifs et en absence de sélection des participants. Et vous voyez ici, c'est la pyramide de niveau de preuve scientifique. Donc, l'étude de Raoul, donc, elle est placée à un niveau de preuve scientifique trop bas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation fixe, mais les experts de réanimation, donc les experts tunisiens, proposent d'utiliser l'hydroxychloroquine en une dose de charge de 400 mg x 2, suivie par dose 400 mg par jour pendant 9 jours. Alors, on arrive aux deuxième molécule antivirale, l'association lopinavir-ritonavir. Là, c'est une étude chinoise sortie donc dans le New England Journal of Medicine en mars. C'est une étude négative, mais elle est également non exemple de biais, mais c'est pas une étude définitive, puisqu'il y a une réduction absolue de mortalité à J28 aussi importante que moins 17%. Donc là, on peut pas dire elle est définitive. Ça peut être efficace, et ça peut être non efficace, parce que déjà, c'est une étude biaisée, et on a trouvé un résultat qui n'exclut pas donc formellement l'absence d'efficacité de cette molécule. Donc, il y a une étude européenne, Discovery, en cours, et ils associent par lopinavir et ritonavir dans un bras, dans l'autre bras, l'interféron bêta 1. Donc, pour les experts, là, ils recommandent lopinavir et ritonavir à la posologie de 400 mg, si disponible bien sûr pendant 14 jours. Pour les NO, le monoxyde d'azote, 5 essais cliniques sont aujourd'hui en cours. Il est indiqué chez les patients non intubés, CPAP ni oxygénothérapie au débit. Il est préconisé à une posologie de 140 à 180 ppm
donc à des sessions de 20 à 30 minutes par jour. Les autres médicaments, l'antibiothérapie, il n'y a pas de données spécifiques à la pandémie, mais on propose céfotaxime en association à l'azithromycine comme macrolide, et en cas d'allergie, on propose l'lévofloxacine. Pour la corticothérapie, il est recommandé d'en prescrire en cas d'un SDRA sévère et s'abstenir s'il s'agit uniquement d'IRA hypoxémique. Une dose minimale est prescrite et on essaye de raccourcir la durée de traitement. Donc, la vitamine C également, ça a été proposé et on utilise une héparinothérapie efficace, soit l'HPM ou héparinothérapie classique en cas d'insuffisance rénale. Donc, en conclusion, l'infection à Covid-19 a une évolution très prolongée. Le risque de contamination du personnel soignant et le risque nosocomial est important. Donc, les patients hospitalisés en RIA, généralement des patients assez lourds à prendre en charge, et ça nécessite une grande expertise du personnel paramédical et du personnel médical, parce que donc l'SDRA classique a un pronostic assez mauvais, de 40 à 60%, et avec l'existence donc de ce virus. Donc, si on prend en charge les patients d'une manière efficace, d'une manière précoce, et surtout on a l'expertise de gérer avec des respirateurs assez sophistiqués, donc on peut peut-être, on arrive à s'en sortir et on arrive à avoir un pronostic bon. Donc je vous remercie et j'espère qu'on s'en sorte bien de cette crise ensemble. Je remercie encore notre ami donc Selim pour le courage et pour cette excellente initiative de réaliser ce fameux événement.